fondaient là-dessus, ils pillaient, et puis ils allaient chercher fortune plus loin. De temps en temps, ils repassaient, parce que les moines étant têtus, ils rétablissaient tout ça, donc ils revenaient. C'était drôle, bien organisé, seulement un jour, ils ont remonté la Seine jusqu'à Paris. Inquiétude du pouvoir royal qui commence à réagir, et le roi Charles le Simple va en 911 traiter avec l'un des chefs normands, Rollon, le traité dit de, nous sommes en 911, le traité dit de Saint-Clair-sur-Aisne. Au terme de ce traité, Charles le Simple cède un bout de territoire de part et d'autre de la Seine, ou alors une peau de chagrin, à Rollon, à charge pour lui de défendre ce territoire contre de nouveaux éventuels envahisseurs pour le compte du roi de France dont il devient le vassal. Vous voyez, c'était très adroit le traité de Saint-Clair-sur-Aisne. Le roi de France, des incendiaires, il faisait des pompiers. On a essayé dans les cités, ça n'a pas marché. Et donc, la deuxième clause, il devait épouser, se convertir au christianisme. Bon, Paris vaut bien une messe, c'était le raisonnement d'Henri IV par la suite. Là, c'était pas Paris, c'était Rouen qui valait la messe. Troisième clause, il lui fallait épouser Gisela, une fille du roi de France. Bon, ça ne le branchait pas particulièrement. Ceci dit, ça ne le gênait pas outre mesure non plus, parce que dans le droit normand de l'époque, ils avaient le droit à 2 femmes. Ah bah oui, pratique, pense tout de suite certains, je vois des yeux qui s'illuminent. C'est vrai pour les 5 premières minutes, mais alors que d'emmerdement pour les 55 dernières. Commencer par les 55 dernières, ça nous éviterait de faire bien des conneries dans les 5 premières. Pas du tout. Il va l'épouser, Gisela, mais c'est avec sa Fria. Gisela, c'est la femme politique, et c'est avec la femme de cœur, la Fria, comme disaient les Normands, F-R-I-2-L-A, qu'il va assurer la succession. Elle se prénomme Pop, elle est la fille d'un seigneur de Bayeux. C'est la raison pour laquelle, dès 924, il exige du roi de France, de toute façon, Manu Militari, il peut tout exiger, c'est lui le plus fort. Il exige que la frontière ouest de la Normandie vienne jusqu'à une ligne qui ira de M, chef-lieu de canton au-dessus du Haras du Pin, jusqu'à Bayeux. Normal, puisque Pop, elle est de Bayeux. Et donc la Normandie, c'est comme les États-Unis, la conquête de l'Ouest. Et puis, il va donc avoir, avec Pop, un fils prénommé Guillaume. Guillaume, longue épée. Vous allez trop vite en besogne. Vous brûlez les étapes. Guillaume longue épée, qui va succéder à son père en 932, et dès 933, il exige que la frontière ouest de la Normandie soit portée au Mont-Saint-Michel, au péril de la mer, comme on disait dans ce temps-là. Alors là, c'est un sujet épineux, comme on parle au Breton. Et c'est une expérience. Alors, le roi de France lui cède volontiers parce que ces territoires lui appartiennent quasiment, il n'a plus la main dessus. Il les avait préalablement cédés au comte de Dol et Dresne. À charge donc pour Guillaume Longue-Épée de reprendre ces territoires sur les Bretons. Et c'est une expédition qu'il va mener à bien en partant tout près de chez nous, de Carouge, c'est à 20 km d'ici. Il va bouter les Bretons hors de l'Avranchin et du Cotentin, ramener les comtes de Dol et Dresne chez eux, leur faire mettre le genou en terre d'ailleurs, et établir pendant un certain temps un protectorat sur la Bretagne. Et au passage, il récupère le Mont-Saint-Michel. Alors vous voyez, je suis chagrin, mais je suis obligé de préciser quand même sur le plan de l'histoire que le coup du Quénon en sa folie qui a mis le mont en Normandie, ça c'est des foutaises de littérature. L'histoire est sans appel, le Mont-Saint-Michel est normand depuis 933, du coup en référé au Conseil de sécurité. Ici, il y a des casques bleus sur le Quénon, il n'y a pas loin. Donc, et d'ailleurs, c'est son fils aîné, Richard Ier, qui va commencer l'édification de l'abbatiale au sommet du rocher, que nous connaissons aujourd'hui. Il va y avoir donc Richard Ier, puis Richard II. Ah oui, ben oui, vous avez les mêmes bases mathématiques que nous, Richard II. Puis viendra Richard III. Alors on serait tenté, oui, 3. Enfin, on est tenté de dire 2,5 quand même. Parce que Richard III, il a un jeune frère cadet extrêmement ambitieux, prénommé Robert. Et Robert, vu qu'il est le deuxième, c'est pas lui le duc. Il n'est que comte d'Aime. Alors quand on est un peu ambitieux, comte d'Aime sur la carte de visite dans le 16e arrondissement, ça fait pas terrible. Hein. Falaise, ça ferait déjà mieux. Alors il investit Falaise, sans en référer à son frère, riposte du duc de Normandie, Richard III, qui vient mettre le siège sur Falaise. Robert est obligé de s'incliner. Il va y avoir un banquet de réconciliation que Robert va mettre à profit pour empoisonner son frère Richard III, qui n'aura été duc qu'un an.
Et Robert, dans la foulée, s'autoproclame, il n'est jamais si bien servi que par soi-même, s'autoproclame duc de Normandie sous le vocable de Robert le Magnifique. Rien que ça. Il avait des filles en flanc. Voilà. L'histoire l'a retenu sous le vocable de Robert le Diable. C'est lui, Robert, quand vous faites l'autoroute au niveau de Rouen, là, vous voyez le château de Robert le Diable. Et c'est lui qui va recentrer la Normandie vers l'ouest, parce que jusqu'alors, le centre de gravité, c'est Rouen. Alors il va souvent s'installer dans Falaise pour des raisons politiques, pour éviter que des vassaux, des seigneurs locaux ne commencent à faire ce que lui a fait vis-à-vis de son frère, l'insubordination. Donc il est présent physiquement à Falaise, il est aussi présent pour des raisons affectives. Car, vous connaissez peut-être un peu le château de Falaise, non? Il est sur un éperon rocheux, et en bas il y a un ruisseau, un rue comme on disait, avec un lavoir et des lavandières. Penché dans le carrosse sur le battoir à taper le linge, il y a de très jolies échancrures. Et vu du haut du château là-bas, eh ben, il y avait de très belles perspectives sur les décolletés des lavandières. Il va flasher pour l'un des décolletés, celui d'Arlette, Arlette Foubert, va l'inviter à venir au château. Et elle sait très bien à quoi elle doit s'attendre, mais elle est pas née de la dernière pluie. Seulement, elle accepte d'y aller, mais pas en catimini. Par la grande porte, au vu et au su de tous, juché sur un palefroid, rien que ça. Alors les messieurs, vous savez bien ce que c'est, hein, quand on est amoureux, on n'est pas n'importe quelle concession. Allez, vas-y, c'est parti pour la grande porte et le palefroid, et on est parti pour une nuit d'amour sans fin, comme on s'en promet toujours. Enfin, en amour, c'est bien souvent comme en politique, on promet beaucoup plus qu'on peut tenir. La preuve, c'est que la légende dit qu'elle a fait un songe, ce qui sous-entend qu'elle a trouvé le sommeil dans cette nuit d'amour sans fin. Et dans ce songe, elle voit sortir de ses entrailles un chêne, un immense chêne, dont l'ombre allait couvrir toute la Normandie. Ce chêne, il allait naître 9 mois plus tard, se prénommer Guillaume. Guillaume, ben le bâtard, cette fois. C'est bon. On a qui suivent, c'est bien. Et il naît bâtard. Et donc, son père va mourir en 1030, il naît en 1027, son père meurt en 1035. Il n'a que 8 ans quand le père meurt. Et donc, tous les vassaux, à ce moment-là, profitant de la minorité du gamin, essaient de se soustraire à l'autorité du duc. Il va mettre 12 ans pour récupérer l'autorité sur le duché de Normandie, grâce à une bataille décisive qui aura lieu à côté de Caen, au Vallée-Dune. Nous sommes en 1047. Et voilà que 5 ans après, 1052, le territoire dans lequel nous sommes ici, qui est ce que l'on appelle le passé administrativement, PA2SAIS, la capitale en était Domfront, qu'on appelait dans ce temps-là Domfront en passé, c'est un terme que vous retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu la région, dans Passé la Conception, qui à l'origine s'appelait Conception en passé. Eh bien, ce territoire n'est toujours pas normand. Il est aux mains de la famille de Bellême, qui jouit de sa position de marche entre Normandie, Bretagne et Anjou pour s'accommoder au gré des circonstances avec les uns et les autres, comme ça les arrange. Mais enfin, le statu quo est admis de tout le monde. Seulement voilà qu'en 1052, le comte d'Anjou investit Domfront. Rupture de l'équilibre, il ne faut pas venir chatouiller Guillaume à sa frontière, et il riposte, boute les Angevins hors du Domfrontais, et il récupère ce territoire, l'annexe définitivement à la Normandie. Et pour le mettre à l'abri des convoitises des Angevins et des Bretons, il va édifier une ligne de défense sud-ouest de la Normandie, une sorte de ligne Maginot avant l'époque, mais en plus efficace. Les grands verrous, ce sera Châtillon-sur-Colmont, c'est en Mayenne aujourd'hui. Ambrières, c'est en Mayenne aujourd'hui. Lacé, c'est en Mayenne aujourd'hui. Coupe-Train, c'est en Mayenne aujourd'hui. Et Alençon, la seule qui soit dans la Normandie actuelle. Vous voyez que la Normandie historique est plus importante que la région même réunifiée que l'on connaît de nos jours. Et, qui plus est, entre les positions fortes comme ça, il y a des petits castellets sur les hauteurs. C'est le cas à Madré. Seulement, seules les hauteurs l'intéressent. Les basses terres, ils les négligent. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un Madré normand au cœur d'un Madré monceau. Et la frontière, elle va durer jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, eh bien, on va faire les départements. Seulement, à ce moment-là, le code civil, dit code Napoléon que nous gouverne aujourd'hui, n'existait pas. Il viendra que plus tard, justement, avec Napoléon. Et les Madréens de Normandie sont régis par la coutume normande, qui est différente de la coutume mancelle, qui régit le quotidien des Madréens du Maine. Donc, pour ne pas brusquer le régime juridique des uns et des autres, on calque les départements sur les provinces. C'est la raison pour laquelle on va avoir un Madré-Orne,
au cœur d'un Madré Mayenne. Mais c'est une enclave au sens propre du terme. À aucun endroit, le Madré-Orne ne touchait le reste du département de l'Orne. On peut dire passer dans la Mayenne pour aller dans l'Orne. Sur le plan ecclésiastique, ça ne posait pas de problème parce que tout dépendait de l'évêché du Mans.